C'est bon? Tout le monde est là, on démarre? Allez, on y va. Donc, je dois démarrer par la lecture de l'ordre du jour du dernier conseil. C'était le vendredi 13 novembre 2020, à 20h, ici même, avec les points suivants à l'ordre du jour. Décision modificative numéro 1 sur budget commune, avenant de travaux à la résidence VVF de Pêche-Moutonnier, achèvement de la procédure de reprise des concessions en état d'abandon, modification d'un poste à la maison du gouverneur, autorisation de vente au déballage des cirques et définition des tarifs, vente au déballage et cirque, pardon, définition des tarifs, convention signalétique d'intérêt local, la CIL, participation communale à la SPL de l'Office du tourisme communautaire, participation communale au service régional des transports et motion sur l'ouverture des commerces dits non essentiels. Voilà donc ce qu'était l'ordre du jour. Et nous avons à signer la feuille de présence donc, de la dernière séance. Voilà. Avant de commencer cette séance, je dois donner une information. Tous les élus le savent, mais je dois vous annoncer que nous avons reçu hier la démission d'un élu, Philippe Gary. Sa raison est personnelle et je tiens à le préciser puisqu'il nous l'a dit en personne lors de la réunion des adjoints l'autre jour. Et au regard de son implication dans l'activité municipale, que sa décision de démission n'est pas due à notre action ou à nos actions communes ou à notre travail en commun depuis que nous sommes en place, ni par rapport à notre façon de travailler. Je ne ferai donc pas plus de commentaires aujourd'hui, mais je tiens à dire simplement que je regrette, comme tous les élus, je suis persuadé, je regrette cette décision que nous n'avons pu empêcher et nous n'avons pas autre chose à faire que d'accepter cette décision individuelle. Voilà, donc les futurs conseils ne se dérouleront désormais qu'à 14 élus. Voilà pour l'information. Concernant cette séance, qui veut bien faire secrétaire de séance? Jean-Régis, très bien, merci. Donc, je donne lecture de l'ordre du jour aujourd'hui. Assainissement collectif, entrée en vigueur de nouveaux tarifs et généralisation tarifaire des redevances,
autonomie budgétaire, versement, avance de trésorerie, finance budget, décision modificative, admission de créances en non-valeur sur budget commune et assainissement, application des tarifs ateliers et de nouveaux tarifs groupes à la maison du gouverneur, décalage échéance empreinte sur budget VVF, ressources humaines, renouvellement de postes, domaine public, exonération exceptionnelle à la redevance d'occupation par les commerçants, patrimoine communal, convention avec l'établissement public foncier d'Occitanie, proposition d'achat de parcelles communales, et ensuite, concernant l'urbanisme, décision d'intention d'aliéner sur immeubles soumis au droit de préemption urbain. Voilà. Donc, nous allons commencer par le premier point. Et en fait, je vous propose que nous lions les trois premiers points, puisqu'ils sont extrêmement ils sont liés. Entrée en vigueur de nouveaux tarifs et généralisation de redevances tarifaires, augmentation budgétaire, versement avance de trésorerie et décision modificative, puisque tous, ou du moins l'essentiel, concernent l'assainissement. Alors, au sujet du budget assainissement, nous l'avions souligné lors du Conseil du 30 janvier consacré à l'examen du budget. Le bilan du compte assainissement n'est pas satisfaisant, il est même très inquiétant. Nous sommes face à de graves problèmes qui nous revient à nous maintenant de résoudre, alors que cela aurait dû être fait précédemment par la municipalité sortante, pour l'essentiel, car cela date de plusieurs années. Nous avons deux choses à régler. D'une part, le remboursement des avances de trésorerie, et d'autre part, le déficit qui se cumule d'année en année. Le budget assainissement était, jusqu'au 1er janvier 2019, approvisionné par le budget principal de la commune. J'entends par là que lorsqu'il y avait des dépenses ou du déficit sur ce budget, on allait piocher dans le budget principal, apparemment sans se poser de questions, et surtout cela ne se voyait pas, ou du moins il n'y avait pas de compte à rendre par rapport à ça. Depuis le 1er janvier 2019, le budget assainissement est tenu à l'autonomie financière, c'est-à-dire qu'il doit s'équilibrer, les dépenses devant être couvertes par les recettes, ce qui est loin d'être le cas. En 2019, le trésorier payeur, qui gère les comptes de la commune, a fait une avance de trésorerie de 75 000 € depuis le budget communal vers le budget assainissement, pour lequel, allez d'ailleurs savoir pourquoi, alors qu'il aurait dû le faire, il n'a pas demandé l'aval du conseil municipal, et on nous demande maintenant de régulariser. Mais là n'est pas l'essentiel. Le TP, le trésorier payeur, a réitéré ce type d'avance en janvier 2020 pour un montant de 20 000 €. Donc, au total, c'est 95 000 € d'avance qui ont été transférés du budget communal vers le budget assainissement. Ces avances de trésorerie, et c'est ça le problème depuis 2019, doivent être remboursées, donc réintégrées dans le budget communal au plus tard un an après. Il faut donc aujourd'hui rembourser ces avances. Alors comment allons-nous faire? Nous avons deux solutions. D'abord, soit rembourser depuis le budget assainissement. Nous aurions pu, si la situation financière nous le permettait, en quelque sorte transformer cette somme qui a été prêtée, qui a été transférée, en un prêt de 95 000 € que ferait le budget communal vers le budget assainissement, à hauteur par exemple de 9 500 € par an, pendant 10 ans. Mais ce budget assainissement est constamment en déficit, donc cette option est impossible. La deuxième possibilité est de voter une subvention du montant de ces avances, soit de 95 000 € depuis le budget communal
vers le budget assainissement. C'est énorme, c'est dur à dire et à accepter, mais nous n'avons pas d'autre choix. Pourquoi? Parce que si nous ne le décidons pas aujourd'hui, on n'aura rien résolu. Il sera plus qu'urgent de le décider le mois prochain, lors du prochain conseil. Parce que aussi et surtout, si nous ne faisons rien, c'est la préfecture qui va prendre la main. Le trésorier payeur nous l'a bien dit. J'ai passé avec Marion 1 heure jeudi soir au téléphone avec lui. Donc c'est la préfecture qui va prendre la main sur ce budget et qui va décider comment équilibrer les comptes. Et sa solution va être radicale. Hein. C'est augmenter d'un coup d'un seul la redevance et le niveau est d'un niveau qui va être vraiment impossible à accepter pour les ménages. Voilà. Le TP, pour terminer là-dessus, il n'arrête pas de nous dire que, et je le crois tout à fait, que si ce poste était géré par une entreprise privée, elle aurait mis la clé sur la porte depuis longtemps. Voilà, donc nous avons cette situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être Marion est là, on peut, si vous avez des questions un peu plus techniques à poser, elle va y répondre avec grand plaisir. Et, voilà, c'est une situation très, très difficile que ce budget. Jean-Régis? Oui, c'est simplement une remarque. Le TP se permet de nous dire que si nous étions une société privée, on aurait mis la clé sous la porte. Dans une société privée, on aurait eu un comptable, un expert comptable qui nous aurait peut-être alerté. Ça a été le cas de notre équipe qui nous a alertés. Je sais que Marion et Nicolas l'ont toujours fait, mais il a des responsabilités également. Et le TP aurait dû ne pas laisser valider ses budgets. Il l'a fait, donc c'est un peu simple, un peu facile de sa part de se dédouaner. Voilà. Je suis d'accord avec toi, je ne veux pas le défendre, mais il dit, moi, il arrive, il dit c'est mes prédécesseurs qui l'ont fait. Mais en attendant, la situation est là et est bien réelle. Mais ce qui est certain, c'est que les 75 000 euros qui ont été transférés en 2019, ça n'a rien d'illégal, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est le conseil précédent l'équipe précédente qui aurait dû délibérer pour mettre les choses au point du moment que l'autonomie financière démarrait au début 2019. Donc ça aurait dû être fait avant, c'est à nous à le faire maintenant. Et à y intégrer les 20 000 euros qui ont été faits en 2020, qui ont été transférés en 2020. Moi j'ai une question. En fait, il est chaque année déficitaire ou c'est juste une histoire d'écriture comptable? Alors, de budget? Il est déficitaire. Il y a deux choses. Si on ne parle que de l'avance de trésorerie, on considère qu'il est en déficit parce que lorsqu'on parle d'autonomie financière, c'est que désormais ce budget a, on dira, un compte entre guillemets bancaire à part. Avant, lorsqu'on était en déficit de trésorerie, le trésorier payeur pouvait toujours honorer les factures dès lors que je mandatais les factures en comptabilité, parce qu'il allait piocher dans le compte de trésorerie 515 qui était un seul compte pour tous les budgets. Donc là-dessus, on trouvait l'emprunt VVF. On trouvait les subventions diverses de tous les budgets, en fait, tout mélangé. Depuis qu'il n'y a plus ce pot commun qu'on a mis à part, donc ce compte de trésorerie propre, ce compte 515 individualisé pour ce budget annexe de l'assainissement, on se retrouve face à la réalité, c'est qu'on encaisse des recettes qui nous permettent d'honorer nos factures, mais en une proportion bien trop inférieure à nos besoins en termes de dépenses réelles. Alors du coup, je ne sais plus quelle est votre question. Ouais, en gros, là, moi, la question c'est si demain donc, on résout le problème avec cette subvention, oui. Donc c'est terminé en fait, les comptes après seront toujours équilibrés ou on va redevenir déficitaire? Non, là c'est-à-dire qu'on se retrouve contraint de voter cette subvention d'équilibre pour
permettre au budget assainissement, une fois qu'il aura pu encaisser cette subvention versée depuis le budget communal, là on va réellement passer une écriture en comptabilité, alors que jusqu'alors il n'y a eu aucune écriture. C'est pour ça que moi je ne l'ai pas vu. C'est pour ça que ça n'apparaissait pas au compte administratif, au compte de gestion, etc. J'aurais pu le voir en interrogeant le solde du compte 515 de la commune et de l'assainissement si je savais qu'il existait. Je ne le savais pas. Alors là, du coup, l'objet de ce problème d'avance de trésorerie, c'est de voter cette subvention d'équilibre pour permettre déjà de solder l'avance. C'est-à-dire qu'en versant cette subvention d'équilibre, on abonde réellement le compte 515 de l'assainissement. Et une fois qu'on aura reconnu avoir encaissé ses recettes en faisant un titre, en encaissant la subvention d'équilibre, tout de suite, l'argent va repartir sans écriture comptable dans les caisses du 515 de la commune pour rembourser l'avance. Alors, c'est un concept qui, bon, je l'ai cerné, j'avais du mal à l'expliquer. C'est assez compliqué de comprendre, surtout que le trésorier agit seul. Logiquement, il peut gérer des avances de trésorerie quand un budget est déficitaire, mais lorsqu'on parle d'avance de trésorerie, c'est un peu comme pour une entreprise, une ligne de trésorerie. Il n'y a pas d'intérêt dessus, c'est du temporaire, c'est exceptionnel. Là, le problème, c'est que ça risque de se reproduire d'année en année, mais qu'au bout d'une année pleine d'avance de trésorerie, il faut pouvoir la rembourser. Et comme ce budget n'a pas assez de trésorerie, comme l'expliquait monsieur le maire, la seule solution, c'est de verser cette subvention, en fait, pour rembourser déjà l'avance qui a été faite des 95 000. Et le problème risque de se présenter, c'est que là, donc, j'ai titré le rôle de facturation de l'assainissement, mais les recettes ne sont pas encore réellement encaissées. Dès janvier, on va avoir l'échéance d'emprunt. Si on a une panne à la station d'épuration, il faut tout de suite réparer. Enfin, après, ça peut devenir très complexe. Donc, le problème sera résorbé pour l'avance versée au titre de 2020. Ce n'est pas avec ces 95 000 € qu'on est sûr de partir sur des bases équilibrées pour 2021, puisqu'on va se retrouver dans un même problème de tempo entre encaisser les recettes et payer les... Là, on est en train juste de résoudre un problème d'écriture comptable, mais quand on aura tout clarifié, on restera déficitaire complètement. Non, pour l'instant, on a en trésorerie 8 000 €. Oui, mais en fait, ça, c'est de la comptabilité pure. En trésorerie, mais après, dans l'avenir, il y a un souci quand même. Alors, entre les dépenses et les recettes. Oui, parce que le compte assainissement, chaque année, il se trouve déficitaire. Donc, ce que j'ai compris, c'est que de par le passé, c'était autorisé. On peut épuiser dans une réserve, sauf que maintenant, ce ne sera plus autorisé. Donc, il va bien falloir équilibrer les comptes. Donc, comment on va faire maintenant? Alors, on va dans un deuxième temps, et je vais y venir. Bon, il y a ce problème d'avance de trésorerie à régler, à rembourser, disons. Et ensuite, moi, je vais vous présenter quelques mesures que nous comptons prendre pour améliorer le fonctionnement parce que nous avons, à fin 2019, on l'avait signalé lorsqu'on avait fait l'examen du budget. Sur le budget assainissement, nous avons un déficit de 210 580 €. Ce déficit... Du coup, parce que je veux parler depuis tout à l'heure, mais... Pardon. Du coup, d'où vient ce déficit? Ben, ce déficit, il vient... alors, le déficit de 210 000 €, il vient de l'activité de la station. La station, elle nous coûte trop cher. Par rapport à quoi? Donc, la station, bon, Elle déjà, coûte trop cher elle par rapport à est ce qu'on paye. surdimensionnée. Elle est surdimensionnée du fait que nous sommes une commune touristique, pour accueillir tout le flux après de l'ensemble des touristes qui viennent sur la commune. Et il n'y a pas assez de contributeurs au niveau des redevances d'assainissement pour permettre de la faire fonctionner. Okay. Donc, le trésorier payeur nous demande de tout faire pour résorber ce déficit, alors qu'avant, semble-t-il, rien n'avait été demandé, et c'est bien dommage que des mesures précises n'aient pas été prises auparavant. Et alors déjà, nous nous sommes engagés à prendre des mesures concrètes visant à diminuer ce déficit. Et nous avions commencé, rappelez-vous, à voter une subvention de 10 000 € déjà
au mois de juillet du budget communal vers le budget assainissement. Aujourd'hui, il faut aller plus loin et nous avons une série de mesures à valider. Alors, voici un peu le plan que nous comptons mettre en place et qu'on vous demande de valider ce soir en conseil, sur le fonctionnement, je parle là. Nous avons constaté que sur la commune, quelques logements municipaux ne sont pas raccordés à l'assainissement collectif du village, mais ont leur propre fosse, la Salvetat des Cars, Villevert, voire l'ancien immeuble de l'école privée, etc. Ils ne sont pas raccordés à l'assainissement collectif et ils ont leur propre fosse, mais en fait on s'est aperçu que les locataires ne payaient rien. Même s'ils sont raccordés à des fosses privatives de la commune, nous allons leur demander la même redevance assainissement, ça paraît logique, que se raccorder à la station d'épuration. Cette redevance est en deux parties, je le rappelle, il y a une partie fixe et il y a une partie variable qui correspond à la consommation d'eau potable de chaque foyer. Ensuite, en second point, il faut savoir qu'en janvier 2020, il a été procédé à un déclassement administratif de la station d'épuration, ce qui entraîne notamment une diminution de certains prélèvements prenant beaucoup de temps d'une part et très coûteux d'autre part. Et nous sommes passés de 12 prélèvements obligatoires à 2 prélèvements par an. Donc déjà, il y a eu un élément d'économie important. Et cette action nous permet aussi de résoudre le coût de l'agent communal à la fermée affecté à la station, en ne reportant au budget assainissement que 50% du temps de l'agent qui travaille, plutôt que 30%, pardon, plutôt que 50% comme auparavant. On a Laurent qui travaille sur la station, on a affecté auparavant 50% de son salaire annuel à la station, et on va réduire cette part à 30%. Et le reste sera réglé par le budget communal. Enfin, il est nécessaire d'agir sur le montant des redevances liées à l'assainissement. Et nous proposons d'augmenter la redevance fixe annuelle pour les ménages de 5 € et de la porter de 90 à 95 € et d'augmenter la redevance variable de 10 centimes et de la porter de 95 centimes d'euros à 1,05 €. Alors, ces deux augmentations-là, quelles incidences elles auraient? Pour la commune, il faut savoir qu'il y a actuellement 454 raccordements. Donc l'augmentation de 5 € de la part fixe entraîne donc une recette de 2270 €. Et par ailleurs, 26 346 mètres cubes sont consommés annuellement. Et l'augmentation de la part variable de 10 centimes entraîne une recette supplémentaire de 2634 €. Donc au total, pour les deux mesures, nous aurions une rentrée financière de 4 904 €. Attends, je termine, excusez-moi mon explication. Pour les particuliers, on part sur la base d'une consommation moyenne d'un foyer de 4 personnes de 120 mètres cubes par an. L'application de ces propositions d'augmentation-là entraînerait pour le foyer moyen une augmentation annuelle de 17 € hors taxe, soit 18,70 € en TTC. C'est toujours un problème et toujours difficile de rajouter une dépense au ménage, mais nous n'avons pas le choix. Il faut prendre des mesures volontaristes, sinon nous prenons le risque, je l'ai dit tout à l'heure, de nous voir imposer par l'administration des augmentations qui seront d'un tout autre niveau que celles qu'on propose aujourd'hui. Voilà. Rémi ?
Juste une petite question, est-ce qu'il y a un tarif différentiel entre les professionnels et les particuliers? Non. La part fixe à abonnement est la même. Par contre, pour les hôtels, le camping, le VVF, le nombre d'abonnements n'est pas le même. Donc les hôtels, le camping et le Les VVF, hôtels, ils ont payent forcément deux plus cher abonnements de mémoire. que ce qu'un habitant paye clairement chez lui. Pardon. Au niveau de la part fixe abonnement, oui, on valorise en fait en augmentant le nombre d'abonnements. Côté Ok. camping, si je dis pas de Donc bêtises, tous les gens qui c'est- ont des gîtes, etc., payent un prix habitant en fait. Oui, après, Ouais. ça peut être des tarifs qui peuvent être réfléchis et C'est exactement ça. éventuellement, s'ils ne sont pas discriminants et qui sont totalement possibles sur une base légale, ça peut être une piste de réflexion. Après, moi, par exemple, j'ai un immeuble. Si la personne a un seul abonnement d'eau et se débrouille pour refacturer l'eau à, par exemple, 3 appartements distincts, qu'elle a un sous-compteur, même si elle ne paye cette personne qu'un compteur d'eau, elle aura malgré tout 3 abonnements assainissement, logiquement. Si j'arrive correctement à facturer l'assainissement, que j'identifie ce type d'habitation-là. Des erreurs, j'en ferai toujours. Au niveau de l'assainissement, je corrige des choses d'une année à l'autre. Il y a certainement un travail à faire avec Laurent, peut-être Monsieur Poux, de correction, d'aller chercher là où on peut, mais effectivement, la piste du gîte d'un Non, je veux professionnel. savoir si les Faut voir les particuliers et conditions. les professionnels avaient la même redevance au Mhm. mètre cube. Oui, ça au mètre cube, oui, il n'y a Oui. pas de distinction. Voilà. Enfin, s'ils payaient la même charge pareil. au mètre cube. Oui. C'est là qu'il y a une C'est là différence, qu'est ma parce que question. Si en gros elle a été construite à la base parce que c'est un village touristique, et donc les professionnels du tourisme devraient peut-être aussi un peu s'engager à payer plus parce qu'en gros elle a été surdimensionnée peut-être pour eux et finalement c'est les habitants qui vont devoir payer. Moi je pense qu'il y a un problème. On devrait au contraire, cette part qu'on souhaite augmenter, la répercuter plutôt sur les professionnels de santé. De santé, Le tourisme. je suis opticien, tourisme. mais du tourisme. Moi je pense que la réflexion, à mon avis, parce que là c'est des petites économies de bout de ficelle. Là. En même temps, il faut faire attention de ne pas prendre une mesure inefficace. Parce que tu parles des gîtes, Rémi, par exemple. À ma connaissance, l'essentiel des gîtes sont en campagne et donc pas raccordés à l'assainissement. Je parlais de gîtes, chambres d'hôtes, les gens qui ont Ouais. un assainissement commun privé, c'est-à-dire qu'ils font aujourd'hui pour une douche ou 3 douches par personne par jour, et qui en pleine saison en passent au double ou au triple parce qu'ils ont des locations. Ces gens-là payent exactement le même abonnement qu'une personne particulière et consomment le double en fait. Oui, non, mais ils payent la part variable en fonction de la consommation. Ils payent la part Donc, variable. Ouais. La part ils sont déjà impactés. La part quoi. variable, c'est les mètres cubes. On- Les mètres cubes d'eau consommés et ils seront bien sûr ils seront Mais là, vous payés. répercutez ça sur un truc touristique. Donc du coup, tout le monde prend en jeu le compte touristique. Hein. Mais que les abonnés, que ceux qui... Je vois pas pourquoi une personne qui tiendrait un camping, un hôtel, etc., parce qu'il est privé, va payer plus cher. Alors que le mec qui fait une chambre d'hôte, des gîtes, etc., pendant toute la saison, lui paye le tarif particulier et c'est tout. Oui. Qu'on augmente les professionnels, moi je suis pas d'accord. C'est pas ce qui est proposé. Bah, plus ou moins. Non, Non. Bah, c'est augmenter tout le monde là. on augmente tout le monde. En fait, cette proposition, c'est d'augmenter, ce sont ceux qui sont reliés au réseau. Alors, par contre, ce qu'on peut entendre, c'est que cette station, on vient de dire, elle a été surdimensionnée. Bon, et si cette station elle avait été faite comme ça, c'était par rapport au village de vacances Val, enfin, il ne faut pas se le cacher. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on le fasse payer à chaque fois. Et peut-être que Val pourrait participer peut-être un peu plus, parce que c'est vrai que Val, il nous rembourse uniquement l'annuité, enfin l'emprunt, mais après, qu'est-ce qu'on nous retrouve? Il ne faudrait pas qu'en plus, on ait aussi une station à payer pour eux. Quoi, voilà. Fait des investissements. Donc, je ne sais pas où c'est que ça en est par rapport à l'équilibre, par rapport au paiement, mais bon, il ne faudrait pas que Val paye moins cher par rapport à chaque fois, et par rapport aux équilibres. Non, mais il n'y a pas de paiement minoré pour Val et pour le VVF, tu parles.
pardon. Oui, ouais. oui. Mais, non, mais bon, le VVF, peut-être il faut revoir les choses, mais je parle de tête, ils payent 66 abonnements et ils payent après en fonction de leur consommation. Hein. Donc, je veux dire, il n'y a pas de favoritisme ou autre. Mais après, faire payer que les professionnels du tourisme, ça me paraît pas du tout juste. C'est tout le monde, à la limite, l'épicier, le boulanger, etc., ils profitent autant que le restaurateur. Donc, bon, on n'a pas d'autre choix que de faire contribuer tous ceux qui utilisent la station. Hein. Oui, et sinon, on va prendre des petits bouts de chandelle qui vont rien résoudre. Si je peux me permettre, alors, sur le problème VVF que je connais un petit peu, il y a ce qu'on peut estimer sous-évalué, c'est le nombre d'abonnements. Il y a 60 ou 66 abonnements. Si on se rapportait à la consommation réelle, on serait peut-être à une centaine d'abonnements. C'est le calcul que j'avais fait. Ça va représenter 40 fois 90 euros. On est très loin de résoudre notre problème, parce que ce qu'a expliqué Marion et ce qu'a expliqué Gilbert, c'est que on va proposer des mesures pour réduire ce déficit. On a un déficit. Alors, sur le fonctionnement pur, l'assainissement, le budget assainissement est équilibré. C'est-à-dire que si on ne tient compte que de notre fonctionnement et si on ne prend pas en compte les provisions pour amortissement, on est à l'équilibre. Malheureusement, on a une station qui nous coûte très cher, sans doute parce qu'elle était surdimensionnée, peut-être parce que c'est une technologie qui à cause de quoi? À cause surdimensionnée, parce qu'elle est même sans doute surdimensionnée par rapport à nos besoins. C'est moi ce que qui a créé ce besoin? Non, mais à nos besoins réels, elle est sans doute surdimensionnée. Donc on va payer, les Ajacois vont payer pour un surdimensionnement de besoins par rapport à du tourisme qu'il n'y a plus aujourd'hui et qu'il y avait il y a 20 ans. Ça, c'est une réalité. Non. Ce que je dis, c'est que c'est une station qui coûte sans doute cher. On a un déficit, alors de tête, un déficit annuel qui tourne autour de 25 à 26 000 euros. On va, avec ces mesures, rapporter une quinzaine de milliers d'euros, sans doute. Pardon. Et on est loin de tout combler. Non seulement on ne comble pas, on a toujours ce déficit cumulé de 210 000 euros, et je l'ai déjà dit, qui représente un véritable mur sur lequel il faudra bien prendre des décisions, parce que on va à un moment donné se faire taper sur les doigts. La solution, alors bien sûr qu'il faut sans doute demander déjà à ceux qui consomment de payer, c'est pas toujours le cas, à ceux qui utilisent l'assainissement de payer, ce qui n'est pas toujours le cas, mais la modification des tarifs, moi, à terme, je ne vois pas quelles seront les autres solutions qu'on pourra apporter. On est aujourd'hui sur un tarif moyen qui est équivalent ou légèrement supérieur aux communes environnantes. On est sur un tarif qui est très très inférieur à la moyenne nationale. On peut s'en satisfaire, mais aujourd'hui on se retrouve avec un déficit qui, même avec les efforts importants qu'on va faire et qu'on va demander à la population, ne va même pas résoudre le déficit annuel. Et je répète, je ne parle pas du déficit cumulé qui est... Donc en fait, chaque année, on va demander aux Ajacois de faire un effort supplémentaire. C'est plus ou moins ça. Je ne sais pas si elle... Moi, La voix du trésorier, je ne peux que reporter ses propos. C'est que depuis 2005, le problème, c'est que la taxe n'a jamais été réévaluée. Elle n'a jamais pris en compte ce déficit en fonctionnement qui est structurel par les amortissements. Les amortissements, eux, ne nous conduisent malheureusement pas sur le problème de l'avance de trésorerie. Les amortissements, eux, ne jouent que sur le déficit de la section. Donc là, il y a deux problèmes parallèles, mais le trésorier... il a été obligé d'alerter cette nouvelle équipe qu'il a rencontrée dès juillet
on se tracassait de ce déficit structurel. Et depuis, il n'a eu de cesse de répéter qu'il convient d'augmenter la taxe pour tous les abonnés, peut-être certains plus que d'autres, mais que n'importe quelle entreprise privée augmente ses tarifs tous les ans selon l'inflation. Là, le problème, c'est que depuis 2005, la taxe est complètement gelée. On a rattrapé un tout petit bout à l'époque où le nouveau bail avec VVF a été signé en 2015, de monter de 20 à quelques 66 abonnements. On a un plafond de 6 000 € en part fixe. Le problème, c'est que ce bail il a été signé en 2015. Il va durer 18 ans. Et c'est mis dans le bail, c'est inscrit que le plafond de l'abonnement, c'est 6 000 €. Alors, voilà, on a essayé... Laurent, on a déclassé, donc, moi et Aveyron Ingénierie, la station, pour diminuer les coûts de fonctionnement pur. On a renégocié le contrat avec Eiffage. Et là, Laurent est en train de faire... Il est en phase de test pour passer la station en mode semi-automatique l'hiver, pour que les surpresseurs ne s'actionnent pas de façon continue. Donc, c'est toujours des économies... là, c'est pas des économies insignifiantes quand même. Le but, c'est que vraiment, elle passe en semi-automatique l'hiver pour que d'elle-même, elle s'autogère à, oui ou non, mettre en marche les surpresseurs. Laurent pourrait mieux l'expliquer. Mais ça aussi, c'est une autre piste que Aveyron Ingénierie nous accompagne pour presque aucun coût. Ce travail-là, on le fait grâce à eux. Donc, on est en train de chercher partout ce qu'on peut faire au niveau de l'EDF, au niveau du contrat de maintenance, au niveau de l'épandage. On avait consulté, Monsieur Lafont reste le moins cher. Enfin, franchement, sur chaque ligne de compte, on a cherché les solutions possibles et envisageables. Mais le trésorier, voilà, je ne me fais pas l'avocat du diable, c'est qu'il nous alerte dans le sens où la préfecture reçoit les budgets. Il y a une fiche synthèse qui les explique. Et le problème, c'est que sans résoudre le déficit, si on n'agit pas, on va être accusé de laisser partir à volo ce budget. Par rapport à notre production. Comment ? Aujourd'hui, on a une station qui surconsomme En coût par de rapport à notre fonctionnement. production. En coût de fonctionnement et surconsomme. Voilà. Oui, surtout Oui. l'hiver. On est là, et puis voilà. c'est tout. Oui, non, mais on fait comment? On fait comment? On est là, Alors- on n'a pas le choix là. Voilà. Ouais. Ah non, mais ça... Je conçois. C'est insupportable pour tous ici, j'en suis conscient, et moi le premier. Mais par contre, ce qu'on va faire, on va faire un audit sur le fonctionnement de la station et vraiment pour étudier sur quel poste on peut essayer de limiter. C'est pas possible qu'on continue sur un déficit comme ça, quoi. Parce que sur l'administratif, moi, on prendrait en compte le temps de travail comme Laurent Hichard sur ce budget. Enfin, voilà, je veux dire, il y a tout ça. Non, mais, d'autant qu'il faut vraiment qu'on y travaille de façon sérieuse et qu'on se fasse accompagner, parce que j'ai appris ce matin qu'il y a de nouvelles consignes qui vont intervenir les prochaines années concernant le traitement des boues et avec une multiplication de ce poste par 3 ou par 4 dans les prochaines années. Donc on va vers une situation où on va avoir un prix de l'eau, même si on le gère nous-mêmes, tout ça, hein, mais on va avoir un prix de traitement de l'eau qui va devenir très très important. Il faut qu'on en soit conscient, quoi, hein. Donc voilà, on n'a malheureusement pas d'autre solution que de passer par là. Et on y va vraiment tout doucement. Si on écoute le trésorier payeur, on prend notre mesure. Hein. Marion ? Oui, un dernier point. J'y pense, Laurent me disait, donc c'est le collègue qui s'occupe, Laurent Hichard, de la partie technique de la station. Il est en train aussi de voir avec Aveyron Ingénierie, Monsieur Richard du bureau d'études à CEA qui nous suit sur l'hygiénisation des boues, là avec le Covid, et puis sur l'épandage, la valorisation des boues produites par la station. Il ne serait pas inenvisageable, mais après ça peut être très difficile à mettre en place, et est-ce que vraiment on y gagnerait, on ne le sait pas. Mais c'est une autre piste qui est envisagée, qui est en phase d'étude, entre guillemets. Ce serait d'accueillir peut-être, je crois, des boues, il y a une histoire qu'on pourrait peut-être traiter pour le compte de d'autres communes. Alors, il faut en parler, mais tout est envisagé. Aveyron Ingénierie est là pour nous accompagner aussi.
Là-dessus, ils ont une expertise, ils s'occupent de X communes en Aveyron. On a une des stations les plus équipées. Elle est très performante. Voilà, donc ils sont là pour nous accompagner. C'est vraiment des techniciens, enfin, c'est des ingénieurs. Là-dessus, ils ont une ingénierie technique et un recul sur les solutions à trouver. Et il y a plusieurs pistes encore à explorer. Voilà, donc en fait, pour synthétiser, là, nous avons 4 votes à effectuer. Hein. D'une part, bon, il faut qu'on constate l'avance de trésorerie effectuée par le trésorier payeur depuis le budget communal vers le budget assainissement d'un total de 95 000 euros qui était composé en 75 000 euros pardon, en 2019 et 20 000 euros en 2020. Ensuite, cette avance de trésorerie, il faut qu'on vote pour la transformer en subvention. Ensuite, qu'on adopte les mesures d'économie que j'ai proposées, enfin d'économie, pardon, d'économie, oui, et de relèvement des redevances. Et la quatrième, c'est, alors peut-être je ne te les donne pas dans l'ordre, Marion, mais il faut qu'on décide une avance, il faut qu'on décide quelle avance on va faire pour 2021. Alors le principe de l'avance, c'est qu'on donne l'autorisation au trésorier payeur, ce qui a été fait précédemment, mais là on va y donner l'autorisation en amont, je dirais, de prélever sur le budget communal les besoins financiers nécessaires pour le budget assainissement. L'idée, c'est de fixer un plafond, et le principe, c'est que, et espérons qu'on n'atteindra jamais ce plafond dans l'année, mais que lorsque le trésorier a besoin de payer, lorsqu'on a besoin de payer sur le budget assainissement, et que ce budget n'est pas assez garni, qu'on puisse aller chercher dans le budget communal pour un maximum pour un plafond de 50 000 euros, sachant que l'espoir, c'est toujours que les recettes qu'on aura au budget assainissement, même si on n'y arrive jamais jusqu'à présent, permettront de rembourser, bien entendu, ces avances. Et donc, pour 2021, on vous propose de voter le principe d'une autorisation d'avance de 50 000 euros. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut passer au vote sur ces différents points? Donc, je mets au vote qui est pour constater l'avance de trésorerie, mais qui a été déjà effectuée de 95 000 euros, dont 75 000 en 2019 et 20 000 en 2020. Qui est pour? Qui s'abstient? Une abstention? Qui est contre? On est passé. Ensuite, je mets au vote l'adoption ou non de transformer ces avances, donc pour les rembourser, à une subvention du budget communal vers le budget assainissement pour un montant de 95 000 euros. Qui est pour? Tout le monde, je vous remercie. Ensuite, l'adoption des mesures d'économie. Donc, d'une part, faire payer aux personnes qui sont raccordées à des fosses municipales qui jusqu'à présent ne payaient pas de redevance, leur faire payer la même redevance que payent les gens du bourg raccordés à la station d'épuration. Et en deuxième lieu, augmenter la redevance donc de 5 euros pour la redevance fixe annuelle
et de 10 centimes d'euros la redevance variable et la portée donc de 95 centimes d'euros à 1,05 €. Voilà. Qui est pour ces propositions? Qui s'abstient? 3 abstentions, merci. Il faudra quand même que vous nous donniez une solution. Ensuite, en dernier point, donc, autoriser une avance de 50 000 € depuis le budget communal pour permettre de faire fonctionner le budget assainissement pour l'année 2021. Qui est pour? Qui s'abstient? D'accord, merci. Et je suis preneur de solutions, les gars. Il n'y a pas de problème. C'est bon, Marion, on a oui, pour verser la subvention d'équilibre. Tu n'avais pas une DM à proposer? Si. Oui, pardon. Voilà. Pour verser la subvention d'équilibre, du coup, depuis le budget communal, il me faut dégager 95 000 € à injecter en recettes sur le budget assainissement. Donc ça va représenter une dépense réelle sur le budget de la commune. C'est difficile à accepter, mais il y aura un manque d'excédent sur la section d'investissement de finalement 95 000 €, puisqu'on va faire partir ces crédits. Je vais vous épargner la bascule de la section d'investissement à la section de fonctionnement, mais le but étant de faire remonter les crédits des dépenses imprévues que nous avions mis de côté au niveau du vote du budget, puisque plutôt que de créer des opérations d'investissement non réfléchies et complètement irréalisables pour l'année 2020, on avait mis environ 90 000 € de crédits en dépenses imprévues. Donc je vais les faire remonter, ces crédits, et aussi piocher sur le fonds de compensation de la TVA. J'avais eu une estimation très basse au niveau du vote du budget, à 59 000 €, et on est à plus de 13 000 € de différence sur ce que l'on a pu encaisser de l'État en remboursement sur nos dépenses d'investissement. L'État nous rembourse la TVA sur 2 exercices antérieurs. Du coup, la décision modificative, elle ne touche pas aux opérations pures que vous aviez votées au moment du budget. On va constater un excédent de recettes sur ce qui avait été évalué très bas, et on va piocher sur les dépenses imprévues. Donc, on ne touche pas aux opérations déjà identifiées au moment du budget. Donc ça, c'est pour la décision modificative qui me permettra de passer un mandat en dépenses de fonctionnement, en subvention versée au budget annexe de l'assainissement. Et en assainissement, je pourrais titrer la subvention d'équilibre. Donc ça, c'est la première décision modificative, parce qu'à l'ordre du jour, c'était marqué au pluriel. Il y aura une 3e décision modificative sur le budget communal. Donc, elle est très simple, celle-là, et elle ne fait que s'orienter autour de virement de crédit, elle aussi. En fin d'année, j'ai reçu un avis de la direction départementale des finances publiques de l'Hérault, comme quoi on avait touché des taxes d'aménagement à tort. C'est-à-dire que l'État nous verse les taxes d'aménagement perçues sur les pétitionnaires qui demandent une autorisation d'urbanisme, en l'occurrence d'un permis de construire. L'État collecte cette taxe d'aménagement et la reverse à la commune concernée. Ça part la part communale de la taxe d'aménagement. Moi, j'ai titré à la demande du Trésor public des encaissements de taxes d'habitation qui en fait étaient indus pour Najac. Ça aurait dû être encaissé sur une commune de l'Hérault. Enfin, je n'ai pas cherché plus loin. On m'a demandé donc, de rembourser 615 € et 95 centimes. Considérant que j'encaisse les taxes d'aménagement au compte 10-226, 10-222, au niveau de l'investissement, si je dois rembourser un trop perçu de recettes d'investissement, il faut que je mandate sur ce même compte, côté dépenses. Sauf que c'est un chapitre, le chapitre 10, que je n'utilise jamais.
Donc j'ai 0 crédit et comme on est contrôlé au crédit voté dans le chapitre, je dois basculer des crédits sur ce compte pour permettre ce remboursement parce qu'on a titré à tort des recettes qui n'étaient pas dues à Najac. Et en deuxième lieu, il y a la délibération 73 de 2020 qui était du Conseil de septembre ou octobre, novembre, je ne sais plus. Vous aviez décidé par délibération de procéder à un remboursement partiel calculé au prorata des dons affectés perçus pour l'acquisition d'une girouette aux associations, Église La Salvetat, Cercle des Amis de Najac, Apanage et Vivre au Pays. Parce que comme l'acquisition n'a pas pu avoir lieu, il convient de rembourser à juste titre à chaque association au prorata le montant du trop perçu en don affecté. Un don affecté, c'est un don perçu par la commune qui doit être spécifiquement affecté à un achat identifié, clairement identifié. Là, la girouette n'a pu être achetée, donc il faut rembourser. Non, attends, excuse-moi Marion, il y a une délibération qui a été votée en conseil municipal et qui n'a pas été suivie des faits. Oui, parce qu'entre-temps, la girouette a été vendue. C'est pour ça qu'il y a ce problème-là. Oui. Je suis vraiment désolé. Parce que les héritages, c'est très bien, mais ça commence à faire beaucoup. Comme ces dons avaient été encaissés, je crois, en 2017 ou 2018, sur un compte spécifique en recette au chapitre 10, si je dois rembourser, je dois passer des mandats au chapitre 10, au même compte, côté dépenses. Toujours pareil, je me retrouve bloquée dans le chapitre, on n'a pas de prévision budgétaire, c'est des chapitres très rares, très rarement ventilés côté dépenses, donc il me faut faire remonter pour le remboursement aux associations 391 € et 615,95 €, toujours au même chapitre pour les taxes aménagement. Donc en tout, il me faut faire remonter 1,006,95 €. Donc encore une fois, au niveau de la section d'investissement, en fait, je fais une bascule. Je fais remonter les crédits au bon chapitre en les prenant sur le chapitre 020 des fameuses dépenses imprévues. Voilà. D'accord, donc en fait, il faut qu'on délibère pour te permettre d'avoir les outils de passer la décision, procéder à tout ça. Quoi. Voilà, parce que le budget, c'est... Sur le fond, c'est sur l'aspect pratique. Oui, voilà. Enfin, je vous explique quel va être le pourquoi j'ai besoin de votre décision modificative, comme c'est vous qui votez le budget, et moi, pour pouvoir mandater au bon compte, le trésorier me contrôle sur le compte d'imputation, il me faut disposer des crédits. Donc là, c'est un tour de bascule, en fait, de virer les crédits déjà votés, de les basculer au bon chapitre pour permettre le règlement de ces mandats. Voilà, c'est de l'orthodoxie comptable. Vu la nature de la dépense, c'est à tel compte. Il me faut les avoir au bon chapitre, sans quoi le mandat ne peut pas être payé par le trésorier. D'accord. Donc, je vous propose de passer au vote pour adopter ces décisions modificatives qui permettront à Marion de corriger ces éléments qu'elle a expliqués. Donc, qui est favorable? Qui est pour? Je vous remercie. Voilà, donc on a fini sur les budgets, les aspects qui concernent les finances, pardon. On peut libérer Marion. Merci de ta présence, de tes explications. Et nous allons continuer sur l'autre point à l'ordre du jour qui concerne les admissions de créances en non-valeur sur budget commune et assainissement, et qui est présenté par Jean Régis. Voilà. Un rappel de ce que sont des créances en non-valeur. On en avait parlé à l'avant-dernier conseil, je crois. Les créances en non-valeur, ce sont donc des titres émis par le trésorier payeur pour le compte de la commune pour recouvrer des dettes. Alors ça peut être soit de l'assainissement, on vient d'en parler, soit des loyers, soit de la cantine, etc. Quand ces créances ne sont pas réglées par les débiteurs, il y a soit une décision de justice qui met un terme à ces créances, et dans ce cas-là,
on en est informé et on ne peut faire que acter cette décision, soit le trésorier payeur nous dit que ou il ne trouve pas le débiteur, il est inconnu ou il ne répond pas, ou le débiteur n'est pas solvable, ou pour d'autres raisons, il nous propose d'admettre ces créances en non-valeur, c'est-à-dire qu'on tire un trait sur ces créances, on admet qu'elles n'ont plus de valeur et on laisse tomber vulgairement ces dettes. Donc la proposition qui est faite, c'est d'admettre ces créances en non-valeur sur une base. Alors, pour vous donner quand même une idée des montants, sur le budget assainissement, donc sur un montant total de 929,49 €, et sur le budget communal, donc pour un montant de 414,25 €. Voilà. Donc on peut débattre sur cette décision de les admettre en non-valeur. Oui, enfin, personnellement, je ne suis pas du tout favorable à les admettre en non-valeur aujourd'hui, du moins. Même si le trésorier payeur a fait plusieurs démarches auprès des familles, je pense qu'il nous revient à nous de les convoquer et d'essayer de tout faire pour faire rentrer cet argent, hein. D'autant que, bon, on s'interdit, on veut conserver la confidentialité, mais on s'interdit de donner des noms ici. Mais pour certaines, ce sont des familles qui ont pignon sur rue à Najac et qui, à mon point de vue, peuvent payer ou la cantine des enfants ou les taxes d'assainissement. Il y en a certaines, peut-être ce sera un peu plus difficile parce que les gens sont partis et qu'on aura du mal à retrouver, mais moi je suis pour tout faire pour faire rentrer cet argent dans la commune, hein, dans les comptes de la commune. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais... Sachant qu'on peut surseoir à cette décision, ça ne rend pas caduques les créances, et donc si comme le propose Gilbert, on se rapproche des débiteurs et qu'on arrive à établir avec un calendrier de paiement, ces créances restent valables. C'est ce que je vous propose de faire, hein. On ne va pas délibérer pour abandonner ces sommes-là, quoi, hein. Alors, Nicolas, dans ce cas-là, comme il était prévu un vote pour des créances en non-valeur, si on suit la proposition de M. le maire, on vote contre cette admission. Ou pour un ajournement. Ou pour un ajournement, d'accord. De votre décision, le temps effectivement d'essayer de trouver des outils pour essayer d'en récupérer quelques-unes. Donc, qui est pour un ajournement? Ok, je vous remercie. On va travailler à faire rentrer cet argent, si tant est que c'est possible. Le prochain point concerne l'application des tarifs ateliers et nouveaux tarifs de groupe à la maison du gouverneur, et c'est Alain qui nous en parle. Donc c'est les tarifs de la maison du gouverneur 2021. Ça concerne l'exposition permanente. Donc en individuel, le tarif plein serait de 4 €. Le bon d'échange Ouest Aveyron Communauté, 3 €. Pour les résidents VVF, 3 €. Le tarif réduit, 2,50 € sur présentation d'un justificatif pour les 12-18 ans. Les étudiants, les demandeurs d'emploi, les personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Gratuité pour les moins de 12 ans et les résidents de Najac sur présentation de justificatif. Pour l'exposition permanente pour les groupes constitués, c'est-à-dire plus de 10 personnes, le tarif réduit serait de 3 € et gratuit pour les écoles primaires des 6 communes des Bastides. En ce qui concerne les visites ateliers,
Atelier spécial vacances, Pâques et Toussaint serait de 5 euros. Pour les scolaires et la GAC, 4 euros. Enfin, la salle de jeu, l'entrée serait de 3 euros. Est-ce que quelqu'un a des questions, des commentaires? Donc, je mets au vote ces propositions présentées par Alain. Qui est pour? Très bien, merci. Le prochain point concerne le décalage des échéances d'emprunt sur le budget VVF. Et Suzanne nous le présente? Oui. D'accord. Alors, sur le budget annexe de VVF Village, les emprunts contractés servent à financer le programme de requalification, décomposé en 3 tranches de travaux. Ce budget fonctionne sur un équilibre basé sur une refacturation à l'exploitant de nos charges d'emprunt sous forme de loyer. Alors, nous pouvons rappeler que le financement des travaux de la première tranche a conduit la commune à contracter 2 emprunts auprès du Crédit Mutuel, le premier pour un montant de 600 000 euros, le second pour 1 200 euros, 1 200 000 euros, et au Crédit Mutuel, les deux, et pour la deuxième tranche, dont les travaux sont toujours en cours, le financement a été obtenu auprès du Crédit Agricole avec un emprunt de 1 800 000 euros. Alors, en raison de la crise sanitaire causée par la Covid-19, les opérateurs touristiques rencontrent des difficultés économiques. VVF Village a sollicité la commune par courrier en mars puis en juin dernier afin que les loyers soient gelés sur une année. Le bail civil qui lie la commune à VVF Village et qui présente les conditions de refacturation de nos échéances d'emprunt sous forme de loyer a été signé en 2015 pour une durée de 18 ans, soit jusqu'en 2033. VVF Village sollicite l'accord de la commune pour préparer un avenant au bail civil afin de le proroger d'une année, soit jusqu'en 2034. Donc, afin de préparer une telle décision, nous avons négocié auprès des banques, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, afin d'obtenir leur accord pour reporter les échéances d'une année. Nous avons eu un accord favorable des banques, mais nous sommes toujours dans l'attente de nouveaux tableaux d'amortissement qui devront intégrer le report de ces 4 échéances trimestrielles d'emprunt. Il ne peut être approuvé dès aujourd'hui les avenants au contrat de prêt. Aussi, j'invite le Conseil à se prononcer donc sur un décalage d'une année de l'appel des échéances trimestrielles des 3 emprunts et ce à compter du 4e trimestre 2020. D'autoriser Monsieur le maire à signer les avenants au contrat de prêt avec les nouveaux tableaux d'amortissement dès qu'ils nous seront transmis et de reporter d'une année pleine les loyers facturés à VVF Village, c'est-à-dire le 3e et le 4e trimestre 2020 et le 1er et le 2e trimestre 2021. En effet, les loyers du 2e trimestre 2020 ont déjà été facturés. C'est pour ça qu'on passe du 3e au 4e pour 2020 et le 1er et le 2e pour faire une année pleine. Et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant du bail civil avec VVF Village qui sera élaboré en collaboration avec Aveyron Engineering. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, donc ça fait, Mathieu. il y aura 2 avenants, un pour le contrat de prêt, un pour le contrat de bail avec GVF. Non. Non, en fait, on a reçu l'accord des banques, le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole, de
de pouvoir avoir une année blanche, en fait. Nous attendons les nouveaux tableaux d'amortissement. Effectivement, il faudra les signer. Donc la délibération, elle consiste à vous demander l'autorisation que je les signe, si vous en êtes d'accord. Et par là même, puisqu'ils nous permettent cette année blanche, de reculer le bail, parce qu'on va quand même faire payer la totalité au VVF, de reculer le bail d'un an, de le reporter de fin 2033 à fin 2034. Voilà, le but de la délibération, c'est celle-ci. Il y a même trois décisions exactement à prendre. La première, on donne notre accord à VVF pour reporter d'un an le bail. On donne notre accord à la banque pour modifier les remboursements. Et voilà, et on donne l'accord à VVF pour décaler le remboursement. Donc, d'une part, ils décalent leur remboursement, d'autre part, on repousse d'un an le bail, et enfin, on donne l'autorisation à M. le maire de signer les nouveaux tableaux. Même sur la partie financière, d'accord, mais sur la partie bail, on fait un avenant. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas moyen du coup de rediscuter l'assainissement avec VVF? Honnêtement, on va essayer. Non mais voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Je pense que c'est vrai qu'on était un peu bloqué pendant 18 ans jusqu'en 2033. Je pense qu'il y a quand même, il n'y a pas de petites économies. C'est vrai que peut-être passer 66 foyers à 100, peut-être un peu plus, je ne sais pas, mais dans tous les cas, essayer de tenter, puisqu'on était bloqué, maintenant il y a une ouverture qui se crée, je pense qu'il faut la brèche, il faut aller la chercher, quoi. Alors, si je peux me permettre, le contrat initial qu'on passait avec VVF stipulait que les loyers qu'ils nous devaient étaient calculés sur les montants des remboursements de l'emprunt. Et ce que je proposais à Gilbert, c'est qu'on voit si on peut les déconnecter de ces montants, de façon à pouvoir renégocier, comme tu dis, imaginons de gagner quelques abonnements. Il y a un autre problème qui est la prise en charge par la commune d'un certain nombre de gros travaux qui sont des travaux du propriétaire, bien sûr. On en connaît un qui est et Charles s'en est beaucoup occupé, qui est le transformateur, plus les lignes, plus des étanchéités, tout ça c'est du domaine du propriétaire, et je te rejoins sur le fait qu'il faudrait essayer de profiter de la chose pour revoir avec VVF nos relations. Une idée que tu avais soumise il y a un petit moment, sur peut-être aussi, tu sais, l'été, tout ce qui est les clubs enfants, etc. Essayer de pourquoi pas aussi envisager, bon là je change un peu de sujet, mais finalement c'est dans les négociations, de peut-être les pousser à l'ouvrir par exemple aux enfants de Najacois ou des choses comme ça, faire plus de passerelles en fait, entre le VVF et les habitants de Najac. Et essayer de mettre aussi, peut-être profiter un peu des structures pour les habitants de Najac l'hiver ou autre, des choses comme ça. Je dirais. Après là, je jette tout sur la table, mais c'est une réflexion quand même, je pense, il ne faut pas aller trop vite, quoi. On est un peu, non pas du tout hors sujet, mais on est un peu à côté, mais l'idée, et je pense que ça peut être déconnecté d'une négociation financière, mais je crois qu'il faut qu'on travaille vraiment avec VVF pour qu'il y ait à nouveau un rapprochement à la fois économique, qu'on favorise un peu plus les entreprises najacoises, les embauches najacoises, etc., culturel, parce qu'il faut que absolument VVF soit un petit peu moins hors sol et se rapproche un petit peu, ce qui a été le cas il y a quelques années. Et donc, mais je crois que là, c'est une négociation qu'on peut mener à part, et je ne pense pas que la direction de VVF soit sourde à ce type d'argument. Oui, enfin, je tiens à rappeler quand même que le bail a été signé en 2015 et qui va jusqu'en 2033, voire 2034, et que ce que nous demande VVF, c'est qu'un avenant, c'est pas renégocier le bail. Hein. Oui. Alors, je pense qu'il faut, on peut demander, mais ils ont déjà signé, c'est déjà accepté. Ça va peut-être pas être si évident que ça. Voilà. C'est une négociation. Oui. Mais oui. Ce qui est inquiétant dans tout ça, c'est que avec l'histoire du Covid, c'est que par rapport au tourisme, il y a eu quand même une année blanche, plus ou moins.
Et ouais, enfin bon, de toute façon, tout le monde n'a pas travaillé normalement. Et quelle est la santé de VVF au niveau national? Parce qu'ils doivent bien s'en ressentir un peu. Est-ce qu'ils n'ont pas quelques difficultés ou comment on peut pressentir un petit peu tout ça par rapport à l'avenir, voilà, parce que bon. Alors, bon, je suis membre du conseil d'administration national de l'Union des associations du tourisme, donc on a à ce titre des informations nationales. Il n'y a aucun groupe, grand ou petit, qui se porte bien aujourd'hui. VVF a, comme tous les autres, subi une baisse d'activité qui doit être de l'ordre de 50%, ce qui est énorme. Ils ont obtenu partout ou presque des collectivités territoriales propriétaires des sites, ils ont obtenu ce qu'on s'apprête à leur accorder, c'est-à-dire un décalage des loyers. Ils ont également fait appel aux prêts garantis par l'État d'une façon assez massive. Ils vont se retrouver, comme tout le monde, devant le mur des avoirs, c'est-à-dire qu'ils ont émis pour des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros d'avoirs, et en 2021, si l'activité ne repart pas, ils vont être, comme tous les professionnels du tourisme, devant de grandes difficultés. Aujourd'hui, ils nous disent terminer l'année en mauvais état, mais vivant. Ça, c'est les informations UNAT. Tout le personnel a été mis en chômage partiel, des directeurs jusqu'aux ouvriers d'entretien. Donc, bon, je pense que pour cette année, mais le problème, voilà, sera en 2021 où, si ça ne redémarre pas, là, il y a des installations qui vont peut-être fermer, oui, c'est sûr. C'est pour ça que je pose la question, parce que bon, on a quand même une dette assez importante. Si demain VVF nous disent nous on a plié, comment on fait là? Oui, ça c'est les dommages collatéraux de la crise. Moi, je peux ajouter que sur l'aspect financier, nous avons sollicité les banques aussi pour une renégociation des prêts qui sont en gros à hauteur de 1,79%. Nous n'avons une réponse que du Crédit Agricole, mais qui ne nous a pas satisfait du tout, parce que même si on arrivait à baisser d'à peine un demi-point, avec les indemnités de remboursement anticipé et le rallongement de la durée des prêts, en fait, ça nous coûtait beaucoup plus cher que de rester dans la situation actuelle. Voilà. Voilà, donc... s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que je mets au vote donc les propositions présentées par Suzanne. Donc qui est pour? Je vous remercie. Le prochain point concerne le renouvellement des postes des agents municipaux, et c'est Nicolas notamment qui démarre. D'accord. Donc il s'agit de renouveler des postes, comme Monsieur le maire vient de le dire. Techniquement, on parle de création de postes, mais il s'agit bien de renouvellement. Il s'agirait donc on vous propose donc le renouvellement, création de postes de postes permanents. On va commencer par les postes permanents, excusez-moi. Donc c'est des postes qui sont déjà créés et que l'on propose de rendre permanents. On reste toujours sur du CDD, mais ça permet d'avoir des CDD un peu plus long. Au lieu que ce soit à l'année, ce qui vous est proposé, c'est de le faire sur un contrat sur 3 ans. Donc c'est la personne qui remplit actuellement le poste d'entretien polyvalent des locaux de la commune à raison de 17h50 hebdomadaires. Voici pour le premier emploi, donc toujours au même
taux, excusez-moi, j'ai été pris de court. Toujours sur le même indice, voilà. Et le deuxième emploi, c'est l'emploi de la bibliothèque qui a été créé également il n'y a pas si longtemps. Donc tout simplement de le faire passer en emploi permanent. Donc pour rappel, c'est 3 heures hebdomadaires. C'est un emploi qui est pérennisé. 6 heures. Pardon. 6 heures semaine. 2 fois 3, oui. J'ai pas voulu faire de coupe franche, hein, pardon. Pardon pour elle. Voici pour les... je ne sais pas si on vote par type de poste, hein, ou tout au global. Alors les deux prochains, ouais, d'accord. Et peut-être séparer les derniers, les vacataires peut-être. Ouais. Et les deux autres, c'est pareil, ce sont des personnes qui sont déjà en place. Le premier poste, c'est une personne, donc d'où la confusion, qui est à 3 heures semaine, qui est également chargée de l'entretien, mais cette personne de l'entretien des communs, des immeubles qui sont loués à la location. Donc les communs, c'est les escaliers, c'est toutes les parties communes. Cette personne est à 3 heures semaine. Et ce qui est intéressant avec cette personne, c'est qu'en plus, on peut bénéficier, elle a été formée également à l'agence postale communale, donc ça permet de suppléer rapidement dès lors que la titulaire est en vacances parce qu'elle y a le droit ou est malade. Donc ça permet d'avoir rapidement quelqu'un sous la main, sous contrat, et de lui proposer des heures en plus à l'agence postale et de pas à ce qu'elle ne soit pas fermée, au public. Le deuxième emploi, c'est le guide visite de l'église, pardonnez-moi. Donc moi qui suis là depuis 2014, c'est toujours les mêmes fréquences. Donc pour rappel, c'est du 1er au 30 avril pour une durée hebdomadaire de 8 heures. Du 1er mai au 30 septembre, une durée hebdomadaire de 17h30. Et enfin, pour le mois d'octobre, une durée hebdomadaire de 8 heures. Alors par définition, celui-ci ne peut pas être permanent parce que effectivement, les visites sont arrêtées en hiver. Donc on parle d'emploi non permanent. Alors d'un côté les emplois permanents et de l'autre les deux emplois non permanents. Je ne sais pas si vous avez des questions, je n'ai pas été très clair. Non, mais on voit bien de qui tu parles, me semble-t-il. De quel emploi tu parles. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour la validation de ces emplois tels qu'ils sont proposés? Qui est pour? Je vous remercie. Et dans le même esprit, Fabrice va nous présenter. C'est qu'il est Fabrice? Oui, pardon. Vas-y, Fabrice. Bon, c'est pour la nomination de placiers sur le marché. Vous avez pu constater que du coup, depuis qu'on a mis en place, on a relancé ou lancé même le marché à l'année. Donc hors période estivale. On avait un objectif d'une dizaine de stands au départ. Et du coup, en espérant un marché qui puisse s'autogérer l'hiver avec une dizaine de stands. Et puis en fait, on est victime du succès puisque le marché est plutôt à 30 stands qu'à 10. Donc il en arrive tous les dimanches de plus en plus. Et c'est pourquoi nous proposons de voter ce soir la création de 2 postes de vacataires à l'année. Chargé d'une mission spécifique à partir du 1er janvier 2021, avec un poste de placier principal et un poste de placier suppléant, qui peut être représenté aussi, le deuxième poste de suppléant, par 2 agents, c'est possible aussi. Du coup, le maire se chargera du recrutement. Une enveloppe globale pour les marchés avec une sous-enveloppe pour le placier principal et une autre enveloppe pour le suppléant au prorata des missions effectuées, donc remplies par chaque agent. Ils seront rémunérés à l'issue de chaque trimestre. Voilà, sur l'équivalent de ce qui se faisait déjà maintenant
sur le même enveloppe qui se faisait même jusqu'à maintenant pendant la période estivale, qui est équivalente pour un agent, pour le titulaire, à 660 € par trimestre. Voilà. Donc je vous propose de voter la nomination d'un placier à l'année de son suppléant. Voilà. Par contre, le suppléant, ce serait toujours le même qu'on avait en juillet-août, là ou... Ce seraient les mêmes personnes. Ouais, est-ce que c'est toujours Daniel ou c'est quelqu'un d'autre? Il est prévu que ce soit toujours Daniel, Ouais, et puis éventuellement d'avoir quelqu'un aussi à l'année, un titulaire à l'année. Ouais, à l'année. Parce que Daniel a une connaissance quand même depuis des années, une grande expérience aussi du marché, notamment avec les nouveaux chalands qui arrivent l'été, parce que du coup ça va encore, vu qu'il y en a pas mal déjà hors saison, et puis beaucoup qui vont arriver à l'année, l'idée c'est aussi qu'il y a une transmission avec le nouveau qui se remplace, et éventuellement aussi avec Alain Sabi, voilà, voir comment on met tout ça en place avec eux. Voilà. Et tout ça, en fait, ce serait financé par les cotisations des exposants, en fait. Alors là, pas pour l'instant. Donc c'est après, il va falloir justement réfléchir un peu à tout ça, à la délibération qu'on a prise en septembre, l'idée c'était de relancer le marché, de faire venir des nouveaux stands. On a voté la gratuité jusqu'au mois de juin. Donc en effet, c'est l'idée de réfléchir à maintenant qu'il y a il y a un placier. Qui c'est qui paye le mois de juin? Pardon? Qui c'est qui paye le placier à partir du mois de juin? Eh bien, à partir du mois de juin, ce sera les stands qui vont arriver, et tout le monde, à partir de juin, payera le mètre linéaire à partir de juin. En attendant, c'est la Voilà. commune. Oui, parce qu'avant, c'était comme ça. C'était à partir du mois de juin, les placiers étaient payés avec cotisation des exposants. C'est ça. Et donc, comment? Partiellement, mais bon, en partie. Oui, Voilà. bon, voilà, en grosse partie. Et après, l'idée, ça avait été de dire que pour l'hiver, vu que c'était un peu spécial et qu'on voulait le redémarrer, on peut le mettre gratuit. Mais je pense qu'à terme, s'il y a 30 exposants, peut-être qu'il y a la possibilité de demander un petit financement à l'année. Ouais. Voilà, ça ne pas exclu pour justement aider à faire financer les placiers. Ouais. Mais Donc, c'est ça l'idée, en fait. C'est ça. L'idée, on va revenir à ça. Ouais, d'accord. Mais voilà, l'idée de la gratuité, c'était aussi pour relancer le marché. Oui, mais je suis d'accord. Voilà, c'était l'idée de départ. Après, il y aura une réflexion justement sur la cotisation au mètre linéaire de chaque stand. Et bien sûr, ça fait partie du jeu, du fait que le marché a pris de l'ampleur en hors saison et à l'année. Et c'est une très bonne nouvelle que d'avoir à délibérer de la création d'un poste de placier à l'année. Ça veut dire que le marché, enfin, il a bien démarré et espérons que ça va continuer. Voilà. Ce poste-là existait avant. Mais pas l'année. Il était que sur 4 mois. Oui, c'est pour ça. Il était sur une période estivale. Donc là, l'idée, c'est de l'ouvrir à l'année. Donc là, en fait, on vote un placier pour l'année. Donc pas seulement que pour de juin à septembre. Ouais. D'accord. Donc s'il n'y a plus de questions, je mets au vote la proposition telle que présentée par Fabrice. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, c'est toujours Fabrice qui va nous présenter l'exonération exceptionnelle à la redevance d'occupation par les commerçants. Du coup, pour l'exonération des terrasses, dans le cadre de l'occupation réglementée de l'espace public, concerne seulement donc, les commerçants qui sont habituellement soumis à cette taxe. En raison de la crise du Covid qui les a frappés cette année, nous proposons au Conseil de ne pas appliquer cette année, à titre exceptionnel, la délibération numéro 331-2015 du 8 avril 2015, ainsi que l'arrêté numéro 2.13-2015 qui est annexé relatif tous les deux à l'application d'une redevance pour l'occupation du domaine public. Donc j'y suis arrivé.
En gros, voilà, c'est pour délibérer sur l'exonération donc des... De répéter, j'ai pas bien entendu. Moi, je ne répéterai pas. C'est quoi C'est temporaire donc, pour l'année Donc, 2020. 2020, ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, qui est pour cette proposition? Qui s'abstient? Hop, pardon. Merci. Le prochain point concerne la convention avec l'établissement public foncier d'Occitanie. Alors, l'établissement public foncier, qu'on appelle EPF, est un organisme public dépendant de l'État et de la région Occitanie. Il est administré par un conseil de 55 membres et un bureau de 12 membres réunissant des élus régionaux, départementaux, des conseillers communautaires et des représentants de l'État. Sa vocation est d'agir pour le compte de toute collectivité compétente en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'habitat, afin de les accompagner dans la réalisation d'un projet d'aménagement durable. Son action ne relève pas du champ concurrentiel, c'est ce qui est intéressant. Donc, c'est un véritable outil pour nous, communes, pour nous permettre de réaliser des acquisitions foncières sur la base de projets concrets sur lesquels nous travaillons et que nous voulons pour le village. Noterez que depuis que nous sommes en place, je ne cesse d'interroger toutes les instances pour leur demander quel est l'organisme qui peut m'aider en tant que maire, qui peut nous aider en tant que commune, pour réaliser les acquisitions foncières qui nous permettraient, comme on le souhaite, d'installer des commerçants et des artisans d'art sur le village. Nous avons découvert et commencé à travailler avec l'EPF qui nous permet de faire cela. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'approuver la convention que j'ai portée à votre connaissance il y a une dizaine de jours. Donc, vous avez tous pu en prendre connaissance. Cette convention, elle permet à l'établissement public foncier d'acquérir à notre place telle ou telle maison ou immeuble ou bâtiment que nous déciderions et dans lequel nous prévoyons d'installer un commerce ou un artisan. Bon, la condition, c'est qu'il y ait un logement, au moins un logement attenant. Le principe de cette convention, c'est que l'EPF fait l'acquisition du bâtiment et nous, communes, réalisons, si nécessaire, des travaux d'aménagement, sachant qu'au terme de 5 années, au terme de 5 ans, l'EPF doit revendre le bien, soit à la commune, soit à toute autre structure ou particulier, ou un bailleur social ou autre. L'obligation, je l'ai dit, que fixe l'EPF est que dans ces acquisitions, une place soit laissée pour des logements, mais bon, c'est vraiment pas un problème. Et pour terminer, je précise que le montant prévisionnel d'engagement de l'EPF est de 250 000 euros. Cette convention doit également être approuvée par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, mais ça ne va pas être un problème puisqu'on travaille de pair sur ce type de dossier. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions Moi j'ai juste une question, on en parlait la dernière fois, parce qu'en fait 250 000 euros finalement c'est faible, mais on peut avoir des avenants pour demander un peu plus. Et est-ce qu'on a un retour sur le montant qu'on peut-être potentiellement pour aller chercher? Est-ce que sur d'autres communes, ou je ne sais pas. Question. Non, on n'en est pas là parce que pour l'instant il s'agit de poser les bases. C'est bien marqué dans la convention que c'est un montant prévisionnel. Donc après, bon, je ne sais pas,
le code. On va discuter justement ensemble quel est le but, c'est de poser le principe là, et on va discuter ensuite par rapport à vraiment, par rapport au projet vraiment concret que nous avons dans le futur, enfin dans le futur immédiat, mais pour demain, quel projet d'installation nous prévoyons. Et en fonction de ça, on décidera, on orientera le PF vers telle ou telle acquisition. Voilà. Oui, j'ai reçu, comme tout le monde sait, cette convention. Ce que je n'ai pas compris, c'est que bon, l'EPF s'engage au bout de 5 ans à devoir revendre le bien, mais est-ce que la commune s'engage à l'acheter? Non, pas obligatoirement. D'accord, il n'y a pas d'engagement donc. Et si l'EPF ne trouve pas d'acquéreur, elle garde le bien? C'est une bonne question. Non, je l'ai pas. Ça doit être dans la convention. Je peux te... Non, j'essaie de le relire alors. L'EPF doit s'efforcer de revendre au bout de 5 ans, mais c'est vrai que s'il ne trouve pas... Enfin, en tout cas, on n'est pas obligé de l'acheter. Non, mais il veut peut-être pas la réponse immédiatement, mais... D'accord. Je te la donnerai, je suis désolé. Parce que ça fait partie des choses importantes. Ouais, Charles. Regarde. Charles? J'ai une question. Si au bout de 5 ans, le PF vend et que la commune a fait des emprunts pour aménager l'intérieur. Ah, mais le coût total sera intégré dans le montant de la vente et le coût de l'apport de la commune sera intégré dans le montant de la vente et réintégré à la commune. Ok. Oui, non, la commune retrouvera ses apports, hein, c'est clair. Par contre, dans tout ça, il peut y avoir un piège. C'est-à-dire que si on achète un bâtiment, un immeuble si on fait acheter un immeuble pour 250 000 euros, bon, nous, ça nous laisse aussi, on voulait, par rapport à cette trésorerie, on peut le mettre ailleurs. Mais ça veut dire que dans 5 ans, il ne faudra pas oublier qu'on aura peut-être 250 euros à remettre là-dessus, si on ne trouve pas un acquéreur privé ou bien quelque chose comme ça. Donc, je pense qu'il faut bien avoir en tête ça aussi. Et plus les aménagements qui seront faits dedans. Donc ça, je pense qu'il faut faire attention de ne pas se faire avoir avec ça. C'est clair que c'est un dossier à suivre bien précisément. Mais moi, je trouve très intéressant qu'ils assurent pendant au moins 5 ans le portage financier de l'achat d'immeubles. Ça évite de le faire au niveau de la commune. Oui, mais dans 5 ans, Qui sont en charge de travaux. Pardon? C'est nous qui sommes en charge de travaux pour un patrimoine qu'on a déjà. Plus ou moins. On reste à charge de travaux, même s'ils achètent. Hein. On reste à charge de travaux. Oui. Pour un patrimoine qui nous appartient déjà. Pas spécialement. Pour l'instant, si on Ils achète des choses, ne vont pas c'est qu'on acheter est en a des déjà. immeubles, ils vont pas acheter des bâtiments ou immeubles qui appartiennent à la commune. D'accord. Acheter d'autres. Non, c'est pas le but, c'est pas le but. C'était bâtiment qui appartenait à la commune. Moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que si on a un immeuble en vue, on ne va pas dévoiler là, qui se vend et où il y a déjà un commerce, plutôt que la localisation du commerce soit perdue, plutôt acheter ce bâtiment et voir, avant d'acheter, on va réfléchir quelle destination on peut y donner et continuer surtout à avoir un commerce à cet endroit. Oui. Par contre, pour tout ce qui est partie aménagement, ce sera à charge de la commune. Et s'il y a des subventions à aller chercher pour justement aménager, ce sera à la commune à le faire, ce ne sera pas le PF. Alors, c'est à la commune à le faire. Et l'intéressant aussi, c'est que si par exemple ensuite la commune rachète à l'EPF, si on décide de racheter à l'EPF, on peut aller chercher aussi des subventions dans ce cadre-là. Donc voilà, ça me paraît être vraiment un bon outil qui nous permette de mener à bien quelques projets, quelques idées que nous avons en tête. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est un bon outil, mais ce
que je dis, c'est qu'il faut bien faire attention que dans notre programme d'investissement, il faudra bien avoir en tête que dans 5 ans, on aura ça qui va arriver. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, c'est tout. C'est toute la... Et après, ça peut dégager de la trésorerie maintenant pour pouvoir faire autre chose. Pourquoi pas? Donc, qui est favorable à la signature de cette convention, pardon? Ok, merci. Le point suivant concerne les propositions d'achat de parcelles communales, et c'est Pierre-Jean qui nous en parle. Oui, nous avons reçu une demande de monsieur et madame Rigan pour l'achat de parcelles qui sont propriété de la commune. Nicolas va vous distribuer le plan avec les couleurs. C'est des parcelles qui sont situées à Bassoul et au Coustassi. C'est après le pont Saint-Blaise, c'est dans l'épingle à cheveux. Donc c'est des parcelles que pour une part déjà Nicolas Rigal utilise, plus quelques-unes qui souhaitent acquérir. Alors, quand on regarde le plan, ce qui est en jaune, c'est ce qui appartient déjà au Rigal, et c'est la partie en rose qu'il souhaiterait acquérir. Voilà, c'est des parcelles pentues, boisées, enfin c'est pas des parcelles du tout intéressantes à part pour ces chèvres. Donc voilà, il y en a au total 8 pour une contenance totale de 2 hectares 36,83. Voilà, donc il y avait déjà une convention avec la mairie pour exploiter les 2 plus grandes parcelles des Coustassi. Moi, on en a déjà discuté. Hein. Nous vous proposons de répondre favorablement à cette demande d'acquisition de parcelles qui n'ont aucun intérêt particulier pour la commune. Voilà, donc on avait envisagé un prix de vente de 1 000 € l'hectare. Voilà, c'est sur cette base-là, plus bien sûr les frais d'acte qui seraient à la charge des acquéreurs. Voilà, donc je vous propose, moi, de répondre favorablement à cette demande. Mais voilà, s'il y a des questions... Est-ce qu'il y a des questions sur... Bon, on connaît tous aussi, on connaît la qualité des terrains, et c'est vrai que c'est quand même assez limité au niveau exploitation, donc moi personnellement je trouve intéressant que ces terrains puissent trouver un acquéreur et sortent du périmètre de la commune. Enfin, pardon, pas du périmètre de la commune, ils vont y rester, mais de la propriété de la commune. Voilà. Donc, pardon. Il revient, il a déjà lui passer un coup de fil en urgence. Oui, mais d'accord, il faut peut-être attendre qu'il revienne pour voter. Non? Oui, je sais pas, il a rien dit. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On peut voter sans lui, mais je sais pas si... Il en a pour longtemps, non? Il m'a dit qu'il revenait. Il a dû passer un coup de fil. Si vous voulez, en attendant, je peux présenter le sujet d'après et on revient après sur celui-ci pour qu'il puisse participer au vote. Hein. Oui, mais s'il n'a pas la présentation, ça sera pareil. Après, les présentations, je les ai envoyées. Il a été au courant. Oui. C'est plutôt au public que je fais la présentation. Je sais pas. Oui, non, ou on attend. Non, mais vas-y. Il y a quelqu'un qui meuble ou... Non, mais oui, on peut faire comme ça, on passe au point suivant et quand Rémi revient, on procède au vote. D'accord. Le point suivant, donc, Nicolas va nous présenter la décision d'intention d'aliéner sur des immeubles soumis au droit de préemption urbain. Merci, monsieur le maire. Votre moment préféré à tous. Je sais que ça vous a manqué au dernier conseil. Donc voilà, le dernier conseil, exceptionnellement, il n'y en avait pas. Cette fois-ci, donc pour bien rattraper la chose, il y en a 4 à vous proposer.
Donc la première déclaration d'intention d'aliéner un bien soumis à droit de préemption urbain, c'est un... Ah, il revient, je ne sais pas, monsieur le maire. Non, mais continue. Tu as démarré, continue. Ouais. C'est au 1 rue Saint-Barthélemy. C'est un bien qui... Le prix de vente est décidé à 285 000 €. Donc je peux vous donner, si vous voulez, le nom du propriétaire actuel, du vendeur, et le nom de l'acquéreur. Donc le vendeur, M. McDonald, acquéreur potentiel, M. Mérite. Donc 285 000 € au 1 rue Saint-Barthélemy. Le suivant, c'est au 11 rue de la Pause. Monsieur et Madame Macaluso, acquéreur Madame Martinez, pour 70 000 €. Le troisième bien, pardon, c'est le même. C'est au 17 rue du Bourg. Pour ceux qui situent, c'est la boutique du potier. Monsieur Lee et Madame Anderson, vendeurs, au profit de Monsieur Laxener, pour un prix de vente à 121 000 €. Le quatrième, enfin, au 27 route de Saint-André, vendeur Madame Huguet, acquéreur Monsieur et Madame Staquet, pour un montant de 170 000 €. Voilà. Moi, je vous propose de ne pas préempter sur ce type de... sur ces ventes-là. Aucun intérêt d'acquérir ces bâtiments ou de bloquer les ventes, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose effectivement de voter la non-préemption de ces bâtiments. Qui est pour? Je vous remercie. Donc, je vous propose qu'on revienne au point précédent, puisqu'on attendait le retour de Rémi pour voter. Les propositions d'achat de parcelles communales. Est-ce que tu souhaites qu'on revienne à l'explication ou tu sais de quoi il s'agit? C'est bon, merci. Donc, je vous propose donc que nous mettions au vote la proposition de vente de ces parcelles à monsieur et madame Rigal dans les conditions qu'a présenté Pierre-Jean. Qui est pour? Ok. Je vous remercie. Donc voilà, nous avons terminé ce conseil. Je vous souhaite à tous les meilleures fêtes de fin d'année malgré ces temps un peu difficiles. Et je vous donne rendez-vous à tout le monde lors du prochain conseil que nous tiendrons vraisemblablement le 29 janvier. Je vous remercie. Oui.